Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis médecin-chef des services Christian B. Je suis un pur produit de la médecine des forces, où j'ai servi notamment pendant 11 ans au sein de la brigade parachutiste. J'ai fait un virage après hors technique où je suis allé au commandement des forces terrestres au sein du bureau santé. Je suis arrivé en 2011 à l'école du Val-de-Grâce. Donc, j'ai été chef du bureau préparation opérationnelle pendant 4 ans avant de basculer chef du département préparation milieu. Comme vous l'avez dit, je rentre d'une mission comme directeur médical. C'est ma 3e mission comme directeur médical. J'étais allé en 2010 en Afghanistan, j'étais allé en 2013 à Serval, et je suis revenu sur le théâtre parce que préparer les gens à partir en mission, c'est fondamental qu'on arrive à voir dans la vraie vie comment ça se passe et si ça correspond aux vrais besoins de nos hommes et de nos femmes qui font cette mission difficile. Alors effectivement, je peux en témoigner, de Tombouctou à Madama, dans des conditions extrêmement difficiles, sur un territoire immense, rugueux, hostile. Nos gens font quelque chose d'extraordinaire. Tous les hommes, toutes les femmes de Barkhane font une mission exceptionnelle. Chacun va au bout pour que Barkhane gagne. Que ça soit de l'urgence vitale, qui heureusement n'arrive pas toujours, à l'hygiène en campagne, que ça soit de l'aide médicale à la population, comme vous l'avez vu, toutes les opérations aujourd'hui comprennent un volet d'aide médicale à la population pour l'acceptation de la force, évidemment nos amis armées africaines, mais également la force française. Nous participons également à la formation au sauvetage au combat. Vous l'avez vu, que ça soit au sein de Barkhane ou que ça soit au Sénégal. Actuellement, nous avons une équipe de l'école du Val-de-Grâce qui assure, en liaison avec les EFS, une formation de médecins qui vont partir en opération avec Barkhane, avec l'ONU dans ce cadre-là. Voilà. Le personnel aujourd'hui à Barkhane, c'est en gros 5% de la force, 175 personnels pendant que j'étais présent, dont environ 25% de personnel féminin. La France est encore un des rares pays du monde à être capable de faire ça, à être capable de déployer une chaîne médicale complète, performante, du sauvetage au combat de niveau 1 jusqu'à l'évacuation médicale stratégique précoce. C'est deux des principes importants. Le troisième principe qui est fondamental, c'est le damage control chirurgical. Ce sont nos antennes chirurgicales, ce sont nos GMC, nos groupements médicaux hospitaliers, qui sont en mesure de faire un geste court, rapide, pour mettre en condition d'évacuation stratégique notre blessé s'il y a besoin. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Vous voyez ici, c'est un blessé qu'on a eu à 120 km à l'est de Tombouctou. Il fallait le ramener. Il fallait le ramener d'abord en hélicoptère, puis après en Casaneurs jusqu'à Gao. Il a été opéré à Gao. Ensuite, il a été transféré. Donc là, il arrive à Niamey. Et il va être transféré dans le Falcon pour qu'il rentre en France. Ce blessé a été évacué en 22 heures entre l'instant de la blessure et son arrivée sur un hôpital parisien. Voilà, je crois qu'on peut tirer un grand hommage à tout le monde, parce que c'est tout Barkhane et c'est tout le système qui est mis en place avec le Hémo-Santé pour la partie gestion des évacuations médicales stratégiques, en liaison avec le CPCO, en liaison avec le cabinet du ministre. La première étape de la médicalisation de l'avance, c'est le sauvetage au combat. On va revenir sur... voilà, merci. Le sauvetage au combat, la première étape, c'est le combattant. Chaque combattant est capable de poser un garrot de façon précoce, de faire les gestes qui vont bien pour sauver la vie de son camarade, avec la trousse individuelle du combattant qui a été réalisée, qui est performante et qui permet de faire le geste qui va bien. Après, vous avez l'action de l'équipe médicale qui arrive. Donc là on est au sud d'Abébéra, au nord du Mali, entre Kidal et Tessalit. C'est un véhicule civil qui a sauté, un camion qui a sauté, et Barkhane est allé à leur secours. 6 blessés, 2 bravos
4 Charlie, la classification Alpha Bravo, c'est le temps dans lequel on souhaite que le blessé arrive au niveau de l'antenne chirurgicale. Donc 2 Bravo, on souhaite qu'il arrive dans les 4 heures au niveau de l'hôpital. Là, ils vont arriver sur Thessalite pour être pris en charge. Voilà, donc ça, c'est de vraies forces. Alors, ils ont eu de la chance, hein, parce qu'ils ont sauté sur un engin explosif. Et comme ils roulaient dans leur camion sans pare-brise, en fait, ils n'ont pas été pris par le blast. Donc, ils ont tous été éjectés par devant le camion. Voilà, donc Barkhane fait aussi ça. Barkhane fait aussi du secours à la population pour bien expliquer dans Kidal notamment, que ce n'est pas nous qui faisons qui posons les idées. Par contre, nous faisons des soins pour les personnels. La durée d'évacuation médicale moyenne aujourd'hui sur Thessalite, elle est de moins de 2 heures, avec 75% des blessés qui arrivent en 2h35 et moins de 3h10 pour 75% des patients qui arrivent sur Gao. Toute la régulation sur le théâtre, elle est réalisée au niveau du PEC. Le PEC, c'est la cellule de coordination des évacuations qui est au sein de notre centre interarmé de l'état-major de Barkhane qui est à Djamena. C'est un médecin qui s'occupe de cette fonction, qui va être au contact avec le médecin qui est à l'avant, qui doit rassurer un petit peu. C'est, comme je dis souvent, hein, il doit être un absorbeur de stress et un diffuseur de sérénité. Parce que les gens ont pressé leur surrénal, ils prennent en charge dans des conditions très difficiles. Voilà. La vraie difficulté, ce sont les élongations qui nous obligent à sortir de nos standards de prise en charge. Alors pour gagner du temps, le vrai souci que l'on a en réanimation, c'est un problème au niveau du sang, c'est la coagulopathie précoce de nos blessés. Et pour cela, le Centre de transfusion sanguine des armées a créé le plasma lyophilisé. Ce plasma lyophilisé qui se conserve, même parmi les conditions difficiles sur Barkhane. Le personnel en a dans les convois. Et donc, quand ils ont un blessé hémorragique, ils peuvent, avant l'arrivée de l'hélicoptère, commencer à faire une perfusion en passant du plasma lyophilisé. Voilà, donc c'est donc il y a une reconstitution du produit. Et après, on peut le perfuser. Après, dans le Casaneurs, on met du sang dans le Casaneurs pour que justement ils puissent bénéficier d'un gain de temps et ils arrivent au niveau du chirurgien en termes de réanimation beaucoup mieux. Nos chirurgiens, dans chaque GMC ou antenne, on a un chirurgien viscéral, un orthopédiste. Autant en France, on leur demande d'être hyper spécialisés. Vous savez que la chirurgie aujourd'hui, c'est quelque chose où ils sont spécialistes du gros orteil du pied droit. Par contre, en opération, on leur demande d'être capable de faire une plaie du cœur, de faire la chirurgie vasculaire, de faire une craniotomie s'il y a besoin pour un acte neurochirurgical urgent. Donc tout ça, c'est possible parce qu'ils ont une formation complémentaire qui est donnée à l'école du Val-de-Grâce. En plus, c'est le CACHIRMEX, le cours avancé pour les chirurgiens que suivent tous les chirurgiens avant de partir en mission. Même nos chirurgiens de réserve, pour pouvoir partir sur les opérations, bénéficient de ce cours avancé. Voilà. Et actuellement, nous travaillons avec les hôpitaux civils pour que certains chirurgiens puissent bénéficier d'un cours approchant pour pouvoir répondre aux nouveaux défis qui nous attendent avec les attentats que nous avons eus. Cette formation existe également. On a une formation parallèle qui existe pour nos spécialistes médicaux, pour nos médecins anesthésistes réanimateurs, pour nos infirmiers de bloc opératoire et pour nos infirmiers anesthésistes. Tout ça pour que les gens ne soient pas surpris techniquement ou tactiquement par ce qu'ils vont rencontrer. Alors, je vous ai parlé du plasma lyophilisé. Je vais vous parler plus largement du ravitaillement médical, parce que Barkhane, ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on est capable de le ravitailler. C'est quand même, par an, 150 tonnes qui arrivent sur le théâtre. C'est un scanner de dernière génération qui est à Djamena. C'est 2 shelters dentaires qui sont un à Djamena, un à Gao. C'est une dotation de poste médical qui a été revue complètement en 2014. C'est dans les hélicoptères une dotation miniaturisée justement pour ne pas avoir de problème en termes de capacité d'emport.
Donc tout ce travail, il a été fait bien sûr en liaison avec les spécialistes hospitaliers, mais également avec les médecins des forces. Et dès la formation, les gens voient tous les nouveaux outils, tous les nouveaux matériels dont ils peuvent bénéficier sur le travail, sur le territoire d'opération extérieure. L'autre challenge, c'est la formation de nos praticiens, de nos médecins, qui suivent un cursus qui est très difficile à l'école de santé. En plus de leur cursus très difficile, ils bénéficient de 1800 heures complémentaires. Ils bénéficient d'une formation également complémentaire au niveau de l'école du Val-de-Grâce. Une étude en 2015 a montré que 65% de nos jeunes médecins étaient projetés dans la première année d'affectation et ont monté à 78% au cours de la deuxième année. Donc le challenge, c'est vraiment de donner un outil pratique, tout de suite employable, et nos médecins répondent à cela. Alors c'est sûr que la plaie du cœur, ça n'arrive pas tous les jours, mais le jour où ça arrive, il faut savoir être prêt à faire ça. Chaque maillon de la chaîne va bénéficier en complément de formations collectives. De formations collectives avec des mises en situation opérationnelle, avec de la simulation. Donc ça, c'est réalisé par le Centre d'enseignement et de simulation à la médecine opérationnelle qui dépend de l'école du Val-de-Grâce, qui dispose de 3 antennes, une antenne à Paris, une antenne à Lyon-la-Valbonne et une antenne à Toulon. Et ça permet de pouvoir faire travailler chaque élément ensemble parce que les détachements qui partent en mission ne se connaissent pas forcément. Donc il faut travailler l'équipe médicale, mais pas uniquement au sein d'éléments santé. On la fait travailler avec le détachement qui va partir en mission. C'est ce qu'on appelle le médicos, la médicalisation en milieu hostile. On peut disposer d'une compagnie, voire de 2 compagnies. On avait fait un médicos avec le 2e rep. On avait eu 2 compagnies qui avaient travaillé avec nous pendant 5 jours. Et c'est une vraie plus-value quand on arrive sur le terrain avec les détachements qui ont réalisé un exercice ensemble pendant une semaine. Et tout le monde progresse, parce que ce ne sont pas des exercices santé. Ce sont les choix tactiques qui sont donnés par les corps qui partent en mission en fonction des opérations. Un médicos pour le Liban, ce n'est pas un médicos pour Barkhane. On fait également des exercices dans le Casanurs, en liaison avec le CFA. Dans le Casanurs, on fait travailler les gens en simulation, on leur fait tester, ils voient le matériel, comme ça ils ne découvrent pas le matériel quand ils arrivent sur le terrain. On fait la même chose dans les hélicoptères de combat. On fait également cela sur les bâtiments de la Marine nationale. C'est relativement récent. On a pu former notamment le Cassard et le Lafayette. Donc là aussi, dans le cadre de leur préparation opérationnelle, on inclut maintenant des éléments santé pour que ça puisse fonctionner. Et puis nos équipes chirurgicales qui partent en opération, eux aussi bénéficient d'une préparation collective, que ce soit le groupement médico-hospitalier, où là on a un melting pot qui vient de plusieurs origines, et eux ils doivent bénéficier d'une formation qui est axée sur l'accueil d'un blessé grave, sur la prise en charge d'un afflux massif. Et ça, c'est important de le driller avant d'arriver sur le théâtre. Parce qu'il est clair que le premier afflux massif, souvent, c'est le lendemain de leur arrivée. La force du service aussi, c'est de mobiliser toutes les composantes, comme on l'a vu pour Ebola, que ce soit de l'IRBA, notre institut de recherche, que ce soit la DAPSA, sans oublier les hôpitaux et l'école du Val-de-Grâce, pour réussir à monter un outil qui a fonctionné, que l'on a créé. Parallèlement, on crée les processus et la formation en moins d'1 mois. Voilà. Et pour compléter nos formations présentielles, nous avons un dispositif d'enseignement numérique à l'école du Val-de-Grâce, une plateforme sur Internet, où les gens peuvent récupérer déjà toute la partie théorique des cours, ce qui permet de pouvoir diminuer un peu les formations présentielles et de les recentrer sur la partie simulation et mise en situation opérationnelle.